pour la suite et la fin de ce 4e forum international des énergies et de l'industrie poursuivre avec une problématique, une thématique qui nous concerne tous, puisque de toute façon, de près ou de loin, on est touché par cet enjeu de la territorialité et notamment par les impacts des projets qui peuvent être déployés dans le secteur de l'industrie et qui peuvent ensuite avoir des répercussions dans notre vie du quotidien au regard des services dont on peut bénéficier, au regard également des emplois qui peuvent être générés pour les uns ou pour les autres, que ce soit pour nous directement ou pour nos proches. La transition énergétique inclusive vers un développement territorial équilibré, c'est le titre de ce panel que nous allons suivre. Ça va être en fait une discussion à deux autour de cette transition énergétique qui passe nécessairement par la déclinaison par l'État de ses objectifs à l'échelle territoriale, ce qui implique une planification structurée autour des spécificités que chaque région présente, ainsi que la mise en place d'une réglementation adaptable au niveau local, l'objectif étant d'amener bien évidemment progressivement à une réduction des disparités en faveur d'une véritable territorialisation énergétique. Cela passe également par l'adoption d'aides financières qui viendront consolider une véritable politique locale de transition énergétique cohérente avec, bien évidemment, les ambitions affichées par l'État. Pour nous accompagner au cours de cette discussion qui va nous occuper pendant à peu près 3/4 d'heure, avec également des questions, si vous en avez, elles seront les bienvenues à nos panélistes. Merci, mesdames, messieurs, d'accueillir sous vos applaudissements Madame Firdaus El-Razi, chef de division développement durable et qualité à l'ONIM. Bienvenue, installez-vous. Et Monsieur Sofiane Hajjani, CEO de Share Energy Partners. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, madame. Vous avez un micro à côté de vous. Et on va donc explorer ensemble cette question de la territorialité, encore une fois, je le disais, qui est absolument centrale, parce que effectivement, dans un État qui a mis la régionalisation avancée au cœur de son processus de développement, le sujet est primordial et on va le voir qu'il a des répercussions concrètes, des répercussions au niveau national, des répercussions aussi au niveau international, ce qui peut être surprenant lorsqu'on parle de territorialité. Je vais me tourner d'abord vers vous, Firdaus El-Razi. Je rappelle donc que vous êtes chef de division développement durable et qualité ONIM. À l'ONIM, donc c'est l'Office national des hydrocarbures marocains. Et à l'ONIM, quand on pense projet, notamment au niveau de l'exploration, notamment au niveau de construction de certaines infrastructures. On reviendra d'ailleurs sur un projet de taille d'envergure continentale qui est celui du gazoduc entre le Maroc et le Nigeria. Quelle place occupe ce souci de territorialité dans l'élaboration du projet avant d'avoir fait le premier pas sur le terrain? Donc, d'abord, merci pour l'invitation. Un plaisir d'être parmi vous là aujourd'hui. Donc, déjà, je commence en prenant l'exemple de justement le projet de gazoduc africain Atlantique Nigeria-Maroc, qui est un superbe exemple de cette prise en compte d'intégration territoriale à plusieurs échelles. D'ailleurs, à cet effet, ce projet de gazoduc émane de la vision clairvoyante de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, et fut initié de manière conjointe avec l'ancien président nigérien Mohamed Buhari. Un engagement qui, d'ailleurs, est continu à travers son successeur, le président Tinubu. Donc c'est un projet qui connecte 13 pays à travers la façade atlantique de l'Afrique de l'Ouest, plus 3 pays enclavés, qui sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc déjà, ce projet de gazoduc va au-delà d'une dimension d'infrastructure de transport de gaz. Donc il y a une panoplie d'externalités positives que ce projet ramène. Donc entre autres, on parle d'une intégration régionale de l'Afrique de l'Ouest sur un marché structuré de l'électricité. Après, il est question également de confronter l'Afrique et lui propulser une nouvelle dimension, non seulement énergétique, mais également économique, industrielle, géopolitique, stratégique, une sorte de
spirale, si on peut le voir comme ça, une spirale qui s'enclenche avec la mise à disponibilité d'une infrastructure de telle envergure. Après, concrètement, ce projet, il démarre en termes de tracé de Brass Island, Nigeria, section maritime, traverse les 13 pays. Après, il y a des landfalls, soit à travers des stations de compression, soit à travers des gazetiques, mais pour faire simple, on va dire des retours à la terre, systématiques au niveau de chaque pays. Et au niveau du Maroc, le tracé, il rentre en section terrestre. Donc, de Dakhla, continue en section terrestre jusqu'à Ouezdan. Et là, il se connecte au GME, donc le gazoduc Maghreb-Europe, qui est actuellement fonctionnel en flux inverse. Et de ce fait, il se connecte au réseau gazier européen. Du coup, pourquoi toute cette introduction? Pour voir un peu les différentes dimensions d'intégration régionale que présente ce projet. Donc déjà, il y a un premier niveau national. Donc il y a une section terrestre. Et cette section terrestre, ce gazoduc traversera 8 régions du royaume. Et il va... Donc les 2 tiers du pays quand même, ce n'est pas rien. Oui, oui. Donc 8 sur 12. Et il va donner une impulsion économique, industrielle, de la même manière. Cet impact de 48 pouces, même dimension, même caractéristiques de Dakhla jusqu'à Ouezdan, avec les mêmes opportunités de connectivité. Donc, ce qui est quand même un message très fort en termes d'intégration territoriale. Après, il y a un autre level, c'est l'intégration au niveau du continent africain. On parle quand même de 13 pays de l'Afrique de l'Ouest, plus 3 pays du Sahel. Mais vous voyez, si on le voit sur une map, c'est comme une sorte de colonne vertébrale qui progresse. Le gaz naturel peut être assimilé à un système nerveux qui booste plusieurs synergies qui vont au-delà d'une synergie énergétique avec les autres nations africaines. Et il y a un troisième niveau qui est intercontinental. Ce projet, il connecte l'Afrique à l'Europe. Donc il consolide de manière très claire la position de l'Afrique autant que partenaire stratégique de l'Europe, et pas que. Il renforce la position du Maroc avec son rôle clé qui se démontre encore une fois pour établir un pont solide et fiable entre les 2 continents. On va continuer à explorer ce projet-là et à décliner les bienfaits, les retombées sur le plan territorial. Je me tourne vers vous, Sofiane Hajani. Je rappelle, vous êtes CEO de chez Energy Partners. Vous êtes spécialisé dans le développement de projets dans les énergies renouvelables et effectivement, vous accordez une attention très particulière à la dimension territoriale des projets, notamment à leur impact vis-à-vis des populations locales. Quel regard vous portez sur un projet de l'envergure de celui qui vient d'être traité, même si on est sur de l'exploration de ressources naturelles, et à quel point cette dimension territoriale doit être prise en considération lorsqu'on envisage des projets d'envergure dans le domaine des énergies renouvelables? Tout d'abord, merci. Il allume, on va vous l'ouvrir. On peut ouvrir le micro, les amis? Allez-y. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, si on part sur une vision plutôt macroéconomique, quand on voit les projets qui ont été construits au Maroc, que ce soit Nour Ouarzazate, que ce soit Tarfaya, etc., Ben Mtahar par exemple aussi, on voit que tous ces projets-là, ils ont été implémentés dans des zones où il n'y a pas beaucoup d'activité économique. Donc on voit bien que l'idée principale, parmi les idées principales, c'était vraiment d'aider les régions sous-développées à se développer et à être intégrées dans le tissu économique marocain. Donc aussi, par exemple, pour nos Middle, aujourd'hui, il y a Nour Middle 1, Nour Middle 2, Nour Middle 3. Si on regarde bien ces projets-là,
Sur la région elle-même, c'est pas très bien développé. Par contre, on essaie de les développer et justement pour attirer les investissements, que ce soit au niveau de l'infrastructure routière, aéroportuaire par exemple sur la région de Dakhla, etc. Et si on voit aussi, si on regarde au niveau de la ressource, que ce soit solaire ou éolienne, la meilleure ressource, la meilleure ressource se trouve dans des régions qui ne sont pas très développées. Et donc, cela se fait intuitivement, d'aller vers des régions qui ne sont pas très développées, d'essayer de les développer l'infrastructure et essayer d'inciter les investissements. Si je vous comprends bien, ça veut dire qu'on fait de ces projets-là, des projets d'énergie renouvelable, des leviers de développement territoriaux. Absolument. De manière volontaire. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à choisir un territoire sur lequel l'exposition solaire serait peut-être moins importante que sur un autre territoire qui lui aurait déjà une certaine dynamique économique et de privilégier ce territoire-là parce qu'il y a besoin, il y a la volonté de le développer économiquement derrière? Je ne sais pas si ça a été fait, d'accord, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans les territoires où il y a moins de développement économique, en général, il y a plus de ressources, que ce soit solaire ou éolienne. Par exemple, Ouarzazate, on a beaucoup de ressources solaires. Dakhla, Tarfaya, toute la région côtière au sud, il y a beaucoup de ressources solaires. Donc, dans tous les cas, on est amené à développer des régions comme ça qui sont sous-développées économiquement parlant. Oui, bien sûr, sur le plan de l'activité industrielle, plus précisément, on est absolument d'accord là-dessus. Bon, je vais vous demander dans un instant, justement, comment est-ce qu'on peut quantifier, mais cette question-là, je vais vous l'adresser d'abord, pour reprendre toujours cet exemple-là du gazoduc qui est très parlant, parce que ce qui est intéressant dans ce que vous exposiez à l'instant, c'est à la fois la dimension continentale, macro, et la dimension locale, nationale, un peu plus micro. Est-ce qu'au moment où le projet est élaboré, et il est en cours d'exécution, on a déjà une évaluation précise des retombées qui peuvent être générées sur le plan de l'activité économique, industrielle, de l'emploi, ou des richesses qui peuvent en émerger? À l'instant même, il y a les études ESIA et l'ARPF, c'est les études d'impact environnemental et social qui se développent, que ce soit sur la section terrestre, que ce soit sur la section maritime. On a déjà avancé pas mal dessus et c'est au fait l'étude, pour la traduire de manière directe, c'est le Environmental and Social Impact Assessment, du coup on est plein dedans, et le Land Acquisition and Resettlement Policy Framework. Donc c'est également toute la philosophie et la stratégie relative au corridor de terrain de passage du gazoduc. Après, si on revient à la dimension un peu macro de l'Afrique, l'Afrique, elle regorge de ressources naturelles, qu'elles soient fossiles type pétrole, gaz naturel, ou qu'elles soient renouvelables type éolien, solaire, hydroélectrique. Et cette zone de l'Afrique de l'Ouest, en théorie et chiffres à l'appui, est là le potentiel d'être un exportateur net d'énergie. Alors qu'en face, cette région est face à plusieurs challenges, notamment un taux d'électrification très réduit. Les statistiques donnent plus de 600 millions d'habitants de l'Afrique de l'Ouest qui n'ont pas encore l'accès à l'électricité. Il y a les taux de rendement des terrains agricoles qui sont encore très faibles. Et le taux d'intégration et de développement régional est encore assez faible. Du coup, si on prend cette dimension de l'Afrique de l'Ouest et on revient sur une source telle le gaz naturel, qui s'inscrit pleinement dans la stratégie de transition énergétique et développement durable, cette ressource aura un rôle très important à jouer. Vous savez, des pays comme le Nigeria, le Sénégal, la Mauritanie, le Ghana, ils ont des réserves très importantes de gaz naturel. Et
Il suffit de savoir bien les exploiter, les distribuer, les commercialiser au profit de toute la région. Ça va carrément transformer toute l'échelle de développement de toute cette zone. Après, ça d'une part, c'est une vision macro. Après, si on revient au gazoduc en lui-même, il y a certes une section maritime et une section terrestre. Et on peut dire que la section terrestre bénéficie un peu plus en termes de création d'emplois, que ce soit depuis la phase étude, construction et exploitation, parce qu'il y a une sorte de spirale qui se crée, une sorte d'un effet multiplicateur qui impacte les autres secteurs. Quand il y a une énergie fiable, il y a d'autres industries qui se développent, il y a les routes qui se développent, il y a l'agriculture via des systèmes d'irrigation fiables. Du coup, si on revient au développement social, en général, la stratégie qui donne toujours ses fruits, c'est qu'un développement industriel et économique, de facto, ramène un développement social. C'est une conséquence directe. Et il suffit de chercher l'un pour retrouver l'autre. Et cette dimension, on la trouve de manière très directe, pas seulement sur ce projet de gazoduc, ce n'est qu'un exemple de grande échelle, mais c'est tous les projets industriels qui se développent. C'est Hajani, justement, l'évaluation et donc l'impact dont on parle, elle se fait sur quels paramètres, sur quels critères? Est-ce que c'est au niveau du niveau de vie justement des populations locales, en termes de création d'emplois, en termes d'accès à certains services? Quels sont les facteurs qui permettent à la fois d'identifier l'impact, mais en amont aussi d'orienter le projet industriel pour qu'il ait un réel impact social, économique sur le territoire ciblé? Bon, avant tout projet renouvelable, comme a bien dit Madame et ma collègue, c'est qu'il y a une étude d'impact environnemental et social. Donc suite à cette étude, il y a des projets sociaux qui sont mis en place pour justement aider les populations locales à se développer. Donc ça, d'une part. D'autre part, les projets eux-mêmes, quand ils sont implémentés et construits, il y a de la main-d'œuvre locale qui est utilisée, qui est ramené pour faire la construction, mais aussi pour faire l'exploitation. Donc, ce sont des emplois à long terme. Par exemple, sur le projet Ouarzazate, on voyait bien. On a très bien vu l'impact qu'a eu le complexe Nord Ouarzazate sur la région Ouarzazate, toute la région de Ouarzazate. Maintenant, on voit bien il y a des universités, des hôpitaux, et on espère que ça va continuer aussi par exemple par le projet Nord Middles qui va être construit dans pas longtemps aussi. Et donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que nous devrions. Enfin, il y a aussi l'impact sur l'intégration locale, l'intégration industrielle locale. Donc, sur le projet Nord Ouarzazate, il y avait 35% d'intégration locale. C'est-à-dire que ça veut dire que les services, tout ce dont on avait besoin pour créer la centrale, la construction, les services, etc., étaient générés par des professionnels sur place, ou bien des personnes qu'on employait au Maroc en général, et localement aussi. Oui, d'accord. Voilà. Donc, et c'est ça, la beauté des énergies renouvelables. Enfin, on peut vraiment avoir plusieurs centrales sur différentes régions et aider la population locale à l'aide par exemple de l'IFMERE, de l'OFPTT pour la formation professionnelle, aider les populations locales à trouver du boulot, à générer des emplois
intéressant pour la population locale. Et puis aussi former en amont, puisqu'on sait que le projet va arriver sur place, pour pouvoir fournir à l'opérateur des compétences qualifiées. Un autre point qui est central au-delà donc de la mesure de cet impact, on l'a vu sur le plan du développement social, sur le plan de la création d'emplois, sur le plan de l'accès à certains services, notamment de santé, il y a un point qui est crucial, qui est celui de la gouvernance. Et là, il y a une double focale, vous le soulignez très bien depuis que vous avez pris la parole sur ce projet de gazoduc Maroc-Nigeria, où on a à la fois une gouvernance qui est d'envergure continentale et une gouvernance qui est d'envergure nationale, c'est-à-dire la relation Maroc-Afrique, et donc avec les partenaires du continent, et la relation État-région. Pour un organisme comme l'ONIM, comment est-ce qu'on arrive à se glisser, à se faufiler dans ces méandres des relations à la fois nationales, internationales et régionales, nationales? Donc, par rapport à la gouvernance du projet, ça a été défini de manière très claire dès le départ. Du coup, avec le partenaire nigérien, nous avons en face de nous la NNPC, donc la National Nigerian Petroleum Company, qui est nos collègues de l'autre côté et qui développe avec nous ce projet. Et d'ailleurs, on parlait avant et on parlait toujours au départ, depuis le démarrage du projet de gazoduc Nigeria-Maroc. Et lors du dernier steering committee, maintenant, la nomination change, Africain-Atlantique. On garde Nigeria-Maroc juste pour marquer la transition, mais bientôt on parlera de plus en plus de projets de gazoduc africain-atlantique. Et justement, ça reflète également la gouvernance de projets dans ce sens. Au démarrage, depuis son initiation, du coup, toutes les phases de faisabilité, d'ingénierie de détail, FID 1, FID 2, toute la partie de confirmation de faisabilité technique et économique était portée par le Maroc et le Nigeria. Et à fur et à mesure qu'on avance à travers les milestones, cette gouvernance se développe. Et d'ailleurs, ce projet, il bénéficie du soutien de l'ensemble des États traversés, des soutiens qui se voient et qui sont formalisés et matérialisés par les différents accords, que ce soit avec la CEDEAO, que ce soit avec les différentes sociétés énergétiques nationales qui représentent les différents pays. Et en parlant de gouvernance, il y a un milestone très important qui s'apprête à se réaliser, qui est la signature prochaine, Inch'Allah, de l'IGA. C'est l'Intergovernmental Agreement. Donc, lors du dernier steering committee du projet, qui avait eu lieu en novembre dernier, donc il y a 2 mois et demi à peu près, à Abuja au Nigeria, le projet de l'IGA a été validé et le prochain milestone serait sa signature conjointe à travers les différents États membres, ce qui davantage va constituer un nouvel input dans la gouvernance du projet. C'est un scoop que vous nous donnez, et j'imagine que ces préoccupations également de développement territorial figurera parmi les points cardinaux de cette gouvernance gouvernementale. Oui, entre autres, parce que même les prochaines phases du projet, notamment la préparation à une phase de construction, se fera en segments. Donc il y aura 3 segments. Un segment nord qui sera Maroc, Mauritanie, Sénégal. Un segment sud du Nigeria jusqu'à la Côte d'Ivoire et un segment centre de la Côte d'Ivoire au Sénégal pour compléter. Du coup, cette dimension et cette segmentation se traduira d'une manière ou d'une autre dans les différents accords. Bien vu, absolument, se traduira, et avec tous les impacts que ça va avoir aussi en termes, on l'évoquait, de création d'emplois et de richesse de manière globale. Cette dimension aussi de gouvernance, comment est-ce qu'il faut l'aborder ? L'État au Maroc s'est résolument orienté vers une décentralisation avancée. Ceci dit, sans la force, la volonté de l'État, sur des projets de cette envergure-là, les régions ne peuvent pas grand-chose, ou pas tout. Où se trouve le bon équilibre pour à la fois viser juste par rapport aux spécificités locales et donc obtenir les retombées nécessaires en termes de territorialité, et en même temps disposer de la présence de l'État en termes de puissance et de force de frappe?
À mon avis, aujourd'hui, le Maroc dispose de tous les atouts pour justement pouvoir développer, que ce soit de grandes centrales ou bien des centrales décentralisées. Maintenant, suivant la loi 1309, qui avant, elle n'était appliquée que sur le réseau de transmission. Donc, on parle à peu près de 10% de la consommation nationale. Aujourd'hui, il y a un décret qui est en préparation pour pouvoir appliquer cette loi sur la moyenne tension. Ce décret pourrait ouvrir la porte à peu près 45% de la consommation nationale. Donc, juste pour avoir une idée, entre 2009 et 2025, la plupart des projets de 1309, sinon la grande majorité, c'est des projets sur la haute tension. Et ce n'est que 10% de la consommation. Ce n'est que 10%. Donc imaginez 45% de la consommation, combien d'opportunités, de projets pourraient être ouverts pour la population, pour le secteur. Des projets qui pourraient être pilotés depuis les régions. Depuis les régions, parce que les usines, il y a plusieurs usines sur la moyenne tension qui ont besoin d'être décarbonées pour pouvoir exporter, pour pouvoir il y a même maintenant une taxe carbone qui va être appliquée au niveau du Maroc. Donc, ils ont besoin de cette décarbonation. Donc, si on n'ouvre pas cette porte pour qu'ils puissent eux-mêmes, que ça soit produire par eux-mêmes ou bien signer des contrats d'achat d'électricité au niveau de la région, ça pourrait leur compliquer la chose. Alors que si on leur ouvre la porte, ça pourrait vraiment les aider non seulement à réduire leurs coûts, parce que la production solaire elle est au moins 20% moins chère que ce qu'on achète de l'ONE aujourd'hui, sachant que l'ONE elle est déjà subventionnée. Elle subventionne le coût d'électricité, parce que le coût d'électricité aujourd'hui le coût de production chez l'ONE, il est plus important que le prix de vente. Que le prix de vente. Donc l'ONE, que ce soit l'ONE ou bien ils sont tous gagnants. Le tissu économique est gagnant, l'ONE est gagnante parce qu'elle ne va pas produire à perte. Et le tissu économique et social est gagnant. Donc pourquoi on... Et c'est une dynamique de ce que vous en connaissez en tant qu'expert qui pourrait être concrète dans quel délai? Vous disiez que le décret était en cours d'étude. Je ne peux pas parler au nom du ministère. En termes d'appréciation, a priori dans le courant de l'année ou nous espérons l'avoir le plus tôt possible, parce que vraiment c'est un décret qui est très important pour la mise en place de cette. Oui, de ce projet et de ce qu'on parle, de ce qu'on évoque depuis ce matin en termes de transition énergétique. C'est ça qui est fabuleux en fait dans cette démarche, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des challenges à relever sur le plan de la transition énergétique avec toutes les contraintes qui sont liées en termes de préservation des ressources naturelles, préservation de l'environnement, de réglementation, de conformité avec des réglementations, qu'elles soient nationales ou vous évoquiez la taxe à venir ou internationale avec la fameuse taxe carbone européenne, mais en même temps cette dynamique-là, ce mouvement, il est générateur de richesse, il est générateur de développement, et finalement ça se présente comme une démarche qui est totalement positive. On était sur l'avenir, sur la projection, on peut se projeter par rapport à ce projet. Vous nous avez déjà donné quelques éléments à suivre sur le plan de la gouvernance, les principales étapes à venir, comment se profile ce chantier colossal, et par la même occasion tout ce qui devrait ou pourrait en découler en termes de développement territorial. À ce stade, on se félicite de l'avancement et du progrès du projet, que ce soit nous, que ce soit les parties prenantes directes et indirectes sur ce projet. Il y a déjà toute la partie ingénierie de détail qui s'est clôturée, et c'est fait en 2 étapes, le FEED 1 et le FEED 2. Ce projet il permettra le transport de 30 milliards de mètres cubes, avec une capacité de connectivité avec l'Europe de 18 milliards de mètres cubes, pour un capex global de 25 milliards de dollars USD. Après, il y a toutes les études de surveille et d'ISIA qui sont en cours et sont déjà très avancées sur le segment nord du projet, vont très prochainement être lancées sur le segment sud, ce qui a permis de figer le corridor du projet
Et en termes de conception et de dimensionnement, on a beaucoup parlé le matin de l'hydrogène vert. Et ben, figurez-vous que la conception du gazoduc qui permettra le transport de l'hydrogène vert en blending avec le gaz naturel, ça d'une part en option 1. Il y a une deuxième option, c'est que on travaille ce corridor non seulement comme non uniquement comme un gazoduc de transport de gaz naturel, mais comme un corridor énergétique, de manière à faire profiter en termes de synergie d'autres infrastructures énergétiques sur le même corridor, et notamment un pipeline dédié à l'hydrogène vert de transport. D'ailleurs, au même titre, sur la circulaire du chef de gouvernement sur l'hydrogène vert, l'ONIM est cité pour la partie midstream de transport. Du coup, on est également acteur dans cette chaîne de valeur. Et de la même manière, la filiale de l'ONIM, ONIM Midstream, OMCO et le GRT national, en termes de transport de gaz naturel, est ramené à l'instar du modèle européen à mener les réflexions également dans ce sens. Et ça, c'est une approche qui est née au fil du temps. C'est-à-dire qu'à l'origine, quand on l'a envisagé, il y a déjà quelques années, parce que je me souviens l'avoir annoncé au JT, avoir même eu des acteurs du projet depuis le Nigeria, donc ça fait une bonne paire d'années. Ce projet, par exemple, de corridor pour l'hydrogène vert, c'est arrivé après. Donc en fait, il y a une adaptation, il y a une évolutivité du projet au regard de ce qui se passe aujourd'hui. On est pleinement dans l'agilité et c'est facilité par le fait que la molécule de gaz naturel s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de transition énergétique. Bien que c'est une énergie fossile, mais c'est l'énergie fossile la plus propre. Et elle combine très bien avec les centrales électriques à cogénération et permet de régler tous les problèmes d'intermittence dans ce sens. Et elle va de pair avec les différents développements et les différents chantiers stratégiques, que ce soit en termes d'électrification, de développement des centrales électriques à cogénération, du renouvelable. Donc le gaz naturel n'est pas laissé à la traîne, mais au contraire, c'est l'un des leviers de développement qui va de pair avec les autres. Extraordinaire, c'est assez passionnant comme projet, et c'est un projet d'envergure qui montre à la fois le génie marocain et le génie continental, et le fait qu'on a toute notre place et notre rôle à jouer dans ce domaine-là. On a des viviers d'énergie, vous l'évoquiez notamment, que ce soit au niveau du royaume ou au niveau du continent, vous le citiez, qui sont absolument fondamentaux et qui permettent aujourd'hui au continent et à notre pays de se positionner sur cette carte-là. Je me tourne vers vous pour cette dernière question autour du futur. Une fois que ce fameux décret sera adopté, qui permettra donc l'ouverture et le développement de ces projets d'énergie propre et durable, il y a un enjeu que vous soulevez dans l'échange qu'on a pu avoir en amont pour préparer cet entretien, et ça a été d'ailleurs traité ce matin, et l'ONIM est partie prenante là-dedans, ce sont ces fameux partenariats public-privé. Est-ce que la réussite de ces chantiers-là passe nécessairement par ce partenariat public-privé, avec une nécessité de succès sur le plan local et régional? Donc les opérateurs publics vont devoir eux aussi prendre leur part de responsabilité et d'engagement vis-à-vis du secteur privé au niveau des régions. Bien sûr. Aujourd'hui, l'État elle-même n'est pas capable d'investir dans tous les projets, que ce soit le gazoduc, ou bien le solaire, ou bien l'éolien. Enfin, ce sont des investissements qui ont besoin de beaucoup de capex, beaucoup d'investissements initial. Et donc l'idée, c'est vraiment de ramener des partenaires privés pour pouvoir co-investir sur ces projets-là. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un projet dans la région de Rabat. C'est un partenariat, c'est un partenaire public, mais qui fait appel à des développeurs privés pour développer un projet solaire au niveau de la région de la région de Rabat. Un projet de 60 MW. C'est pas un très grand projet comme les projets qui sont tels que les projets de Mazen, mais c'est un projet
je dirais plutôt décentralisé. Et je crois que c'est très bien pensé pour justement pouvoir aller vers cette décentralisation et vraiment limiter l'investissement de l'État là où il le faut. Parce que si on a un partenaire privé qui est prêt à investir, pourquoi l'État va investir, va aller investir là où il pourrait investir ailleurs? Donc, à charge pour l'État ou pour les autorités locales de mettre en place le cadre optimal nécessaire, soit en termes de terrain accessible, soit en termes de réglementation, on l'a évoqué, de subventions, de facilitation, etc. Absolument, absolument. Donc aujourd'hui, il y a des subventions. Bon, les subventions, c'est plutôt. Enfin, je suis pas un vrai partisan des subventions parce qu'aujourd'hui, le solaire, l'éolien, il n'a pas besoin de subventions. Il est très très économique par lui-même. On n'a pas besoin de subventions pour aller faire un projet solaire. Par contre, ce qu'il faut, c'est vraiment l'investissement, c'est vraiment le cadre législatif qui doit être mis en place pour encadrer ces projets-là, mais aussi pour mettre en avant les avantages que peut procurer le Maroc aux investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour les encourager à mettre en place ce genre de projet et prendre le risque, parce qu'en fin de compte, c'est un grand risque. Investir c'est un risque assez conséquent. Mais le retour sur investissement est aussi important. Effectivement. High risk, high reward. Exactement. Si on veut gagner beaucoup, il faut risquer beaucoup. Merci, madame, monsieur. On vous restez encore avec nous. Firdaous Larazi, Sofiane Hajani. Peut-être des questions? Oui, dans la salle. Voilà, premier assistant. Je vais vous distribuer le micro. Vous levez, vous vous présentez, vous posez votre question. Je vous en prie, monsieur Toutal. Merci. Merci, bravo pour nos panélistes éminents et pour leurs interventions. Adil Mohamed Toufik, ex-ingénieur général au ministère marocain de l'énergie, des mines de l'eau et de l'environnement, actuellement expert international en énergie et environnement. Alors je voulais peut-être mettre en exergue certains aspects qui me semblent être importants. Lorsqu'on parle du territoire, moi je voulais avoir deux dimensions. Il y a d'abord la dimension africaine et la dimension intramarocaine, des régions marocaines. Alors lorsqu'on parle de l'Afrique, comme ça a été dit, le problème principal de l'Afrique est l'accès très bas à l'électricité. Non seulement dans le monde rural, mais également dans les villes et en périurbain. Il y a également un autre aspect qui est très important, c'est le potentiel considérable d'énergie renouvelable, mais qui n'est pas valorisé. Et je dis que le Maroc devrait absolument jouer un rôle important pour ces deux aspects, mais non seulement. Je sais que l'ONE aide le gouvernement sénégalais, je sais qu'il y a pas mal de projets, mais je pense qu'il faut vraiment changer de paradigme et amplifier le mouvement vers l'Afrique pour cette question d'accès. Pour la valorisation des énergies renouvelables, je pense que les entreprises marocaines sont relativement frileuses. Ils ne font pas beaucoup d'investissements dans le solaire en Afrique subsaharienne. Les Russes et les Chinois sont en train d'investir massivement dans le solaire dans les pays du Sahel. Donc désenclaver les pays du Sahel, c'est bien, mais les désenclaver énergétiquement est encore mieux. Il y a également un autre aspect qui est très important, c'est que ces pays finalement ont besoin d'attirer des financements pour leurs investissements énergétiques. Mais pour ça, il leur faut de bonnes stratégies énergétiques, de bons cadres législatifs réglementaires, de bonnes institutions et une bonne régulation. Et le Maroc peut aider justement en ce soft ces pays africains. Je passe maintenant à l'aspect marocain, si vous permettez. Il y a une chose qui me semble être importante, c'est les villes. Il y a une urbanisation galopante au Maroc. Nous serons 70% de citadins en 2030. Avec toute la dégradation environnementale qu'on peut imaginer, avec la perte des terres agricoles de bonne qualité, avec un déficit de gestion des arrière-pays, etc. Et donc là, il faut absolument que nos municipalités, nos villes, fassent des programmes, des plans d'action climat, énergie durable. Nous avions fait au ministère de tels programmes, notamment soutenus par l'Union européenne, qui, lorsqu'on rentre par l'énergie, finalement on embrasse beaucoup de secteurs. Il y a la mobilité durable,
il y a l'éclairage public performant, il y a les bâtiments, il y a la gestion et la valorisation des déchets. Il y a l'économie circulaire aussi et la gestion de l'eau. Donc vraiment, la bataille de la durabilité va se gagner ou se perdre dans nos villes. Mais là, il faut quand même un accompagnement. Il faut mettre en réseau ces villes parce qu'on voit par exemple Salé qui a introduit des choses très performantes qui ont permis de faire baisser la consommation d'éclairage public avec une SDL de quelque 60%. Rabat, juste à côté, a mis des choses très belles, mais qui ont fait grimper la consommation énergétique de plus de 40%. Donc je pense que vraiment, ces plans d'action locaux pour les villes sont très importants. Peut-être un dernier aspect, un dernier point, c'est l'intégration au marché européen. C'est très important. Nous avons un statut avancé avec l'Union européenne et les pays européens s'orientent de plus en plus vers les pays du sud de la Méditerranée, saisissant cette occasion, négociant pour que l'ONE devienne un acteur majeur sur le marché européen. Il y va de notre approvisionnement énergétique, du développement des énergies renouvelables, notamment via l'export, et de l'optimisation de nos parcs énergétiques. Merci. Merci beaucoup pour cette prise de parole. On sent toute l'expertise et l'expérience qu'il y a derrière. Est-ce que ça vous inspire une réaction, peut-être, Fieldaus? Oui. Merci pour votre intervention. Je rajouterai juste que le Maroc s'inscrit pleinement dans cette démarche. Et on le voit à travers plusieurs projets structurants, dont notamment le gazoduc. D'ailleurs, on peut le percevoir comme une capacité à transformer les défis en opportunités et une capacité également à aller construire un pont, une connectivité entre les nations africaines, là où on ne constate actuellement que des frontières. Ça d'une part. D'autre part, il faut relever cette dimension africaine également. Ça, c'est un projet développé par des Africains pour le compte de l'Afrique. Et il est scruté de par le monde. Et il est de notre rôle de non seulement s'engager à avancer dessus, mais à le délivrer, à l'instar de plusieurs pays dans d'autres continents qui ont réussi un challenge pareil. Merci, cher Fieldaus Larazi. Sofiane Hajani, peut-être sur la question qui a été soulevée par monsieur sur les villes. Vous parliez de ce projet que vous développiez à Rabat, sur lequel vous étiez. L'enjeu autour des villes, 70% nous annonce-t-il de citadins à l'horizon 2030, la nécessité de faire coopérer les villes entre elles, ça peut être un levier important. Absolument. Donc aujourd'hui, la consommation nationale, elle est en train d'augmenter. Ce n'est un secret pour personne. Et en grande partie, c'est à cause, ou plutôt grâce aux usines qui vont être implémentées au Maroc, enfin les grandes usines, mais aussi à cause grâce à la population, à l'augmentation de la population. Donc dans tous les cas, il va y avoir une augmentation de la consommation électrique, et il faudrait, à mon avis, commencer à justement faire des projets au niveau des régions, justement pour diminuer les pertes électriques au niveau du réseau. Donc on a une région, si on produit au niveau des régions, on est gagnant sur la partie développement local et sur la partie diminution des pertes électriques. Pertes électriques et tout ce qui est rejet également avec l'adoption de sources propres. Notre question dans la salle, dame, monsieur. Tfadal, Allah yahdi. Faut que je me présente, d'accord. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Ayoub. Après un échec dans les études, je fais la création des sites web. Alors moi, quand j'ai entendu qu'il y aura un événement pour les énergies renouvelables, j'étais étonné. En fait, je vais dire, entre parenthèses, en fait, je me demandais comment le Maroc a su que ce chantier des énergies renouvelables, ça serait gagnant. Depuis le départ, il était parmi les premiers pays. Alors ma question, très petite question, c'est la suivante. Pour les particuliers, est-ce qu'ils peuvent investir dans ce secteur énergie renouvelable? Mais merci. Oui. Merci pour votre question. Aujourd'hui, pour les particuliers, c'est possible d'investir. Bien sûr, c'est possible d'investir. Ce n'est pas possible d'injecter sur le réseau.
Mais c'est possible d'investir. Il est tout le temps possible d'investir. Il n'est pas possible d'injecter sur le réseau. Si on a des panneaux solaires et qu'on a plus d'électricité que ce qu'on consomme, on ne peut pas le mettre pour l'instant. Mais après, justement, il y a des choses qui doivent... La limite de 20%. Voilà, merci. Oui. C'est dommage. Mais il y a effectivement, c'est en débat. D'où l'intérêt d'avoir un public qui est hyper bien calé dans ces événements-là. Merci. Mais ces 20%, c'est sur la moyenne tension, pas sur la basse tension. Non, non. De toute façon, si vous voulez investir, vous savez déjà qu'il y a 20%, vous verrez dans les textes de loi si c'est de la basse ou de la haute, mais de toute façon, il y a cette possibilité. Question suivante, monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour, Driss Lamrani, je suis consultant international. Mon intervention s'adresse aux organisateurs de ce séminaire. Déjà, je vous félicite pour le sujet, mais je reste un petit peu sur ma faim parce que vous parlez de mix énergétique et vous avez très bien fait de mettre le pétrole au début, pétrole, gaz, hydrogène. Or, on n'a pas du tout parlé du pétrole ce matin. Je regrette aussi qu'il n'y ait pas un représentant du ministère de l'Énergie. Ma question est très claire. Comment peut-on parler de compétitivité si on n'a pas de raffinerie? À ma connaissance, l'indépendance énergétique de tout pays qui se respecte passe par l'existence d'une raffinerie. C'est très simple. Pour donner un exemple aux gens, imaginez une maison sans cuisine. Vous imaginez ça? Chaque matin, vous sortez acheter votre... Mais aujourd'hui, il y a Glovo, donc ça facilite considérablement les choses. Chaque matin, vous sortez acheter le petit déjeuner, vous devez déjeuner, vous sortez acheter votre déjeuner, vous voulez dîner, le thé à chaque fois. Donc, c'est vraiment un non-sens. Je pense que l'entreprise doit être compétitive, mais le Maroc aussi à une échelle importante, parce que tout ce matin, on a parlé de quoi? Les hydrocarbures, ça représente, je crois que ça a été dit ce matin, plus de 80%, voire 90%. Donc, tout ce qu'on a brassé ce matin, on parle de 10 à 20%. Donc, Pareto, il se retourne dans sa tombe. Merci. Qui s'y colle? On évoque, en fait, bon, quand on parle d'énergie renouvelable, nécessairement on brasse de l'air. Parce que l'énergie éolienne, par définition, c'est de l'air que l'on brasse. Maintenant, l'objectif, effectivement, ça a été évoqué par les différents, je parle de ma partie, moi, en tant que modérateur, et au regard de ce qui a été dit depuis le début de la journée, on est sur un mix énergétique. La tendance, aujourd'hui, elle est vers plus d'énergie verte, et le but, c'est de remplacer, effectivement, ces ressources que l'on sait, de toute façon, comme limitées. Les plus grands pays producteurs de pétrole s'orientent et sont en train de diversifier leur économie parce qu'ils savent que quand bien même les ressources qu'ils ont sont importantes, elles vont finir par arriver à leur terme. Maintenant, effectivement, ça pourrait donner lieu à l'avenir à une rencontre qui sera plus dédiée à l'avenir du pétrole au Maroc. Quant à la raffinerie, vous n'êtes pas sans savoir, puisque vous êtes très bien placé là-dessus, que nous en avions une et qu'elle est maintenant fermée. Peut-être qu'elle rouvrira un jour. Oui, ça c'est la manière de contourner une question un peu compliquée. C'est ce qu'on enseigne parfois en coaching. Non mais blague à part, je vous remercie pour votre question et elle est très pertinente. Là c'est pas de la diplomatie. Et effectivement la question se pose, bien évidemment. Une autre question? Une ici et une là-bas et ensuite on va fermer les débats. Merci. Bonjour. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le groupe Industrie du Maroc pour l'invitation. Donc, c'est Madame Imen Sajditi, chef de département de l'innovation de la normalisation au niveau du groupe Veolia Maroc. Ma question elle est très simple. On a parlé des impacts, des impacts sur le développement territorial des projets d'énergie renouvelable. Est-ce qu'il y a une cartographie des indicateurs de suivi de ces impacts socio-économiques? Et merci. Moi, je ne saurais pas vous répondre. C'est Sofiane, est-ce qu'il y a des cartes où on peut évaluer, peut-être en fonction des projets qui sont lancés? Chaque projet a sa propre spécificité. Et j'imagine bien qu'au niveau du ministère, il va y avoir bien sûr une liste de projets avec l'impact de chaque
de chaque projet, de l'impact socio-économique de chaque projet. Ça, je suis presque sûr que c'est le cas. Maintenant, bien sûr, chaque projet, avant le lancement de chaque projet, il y a bien sûr toute une étude, comme on a bien évoqué, toute une étude sociale, environnementale, étude d'impact social, environnemental, pour justement voir quel pourrait être l'impact de chaque projet sur la région, mais sur la population locale, mais aussi sur la région et sur le pays lui-même. Mais effectivement, vu le développement qu'il y a actuellement et l'expansion de ce type de projet, ce serait quelque chose à creuser, ça pourrait donner un indicateur. Vraiment, d'un mot, parce qu'on va être pris par le temps. Ma question, ce n'est pas au niveau des études, c'est après le déploiement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des indicateurs mesurables? Sans accaparer la parole, peut-être juste un élément de réponse. La GIZ a fait une étude que si on ouvrait la basse tension, on pourrait générer 30 000 emplois de techniciens. Merci. Mais a priori, il n'y a pas d'études post-projet. Maintenant, c'est effectivement quelque chose à creuser. La GIZ, c'est l'agence de coopération allemande qui est très investie effectivement sur ces questions de développement durable. Oui. Juste pour dire que sur le projet sur lequel j'avais personnellement travaillé au niveau de Ouarzazate, le projet Nord Ouarzazate, il y avait une étude post-projet, d'accord, qui a été faite pour justement mesurer est-ce que ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire 35% de l'intégration locale, est-ce que ça a été respecté? Et il s'est avéré qu'avec, et ça a été fait avec, ce sont des calculs qui ont été faits avec Mazen, bien sûr. Et il s'est avéré que ça a été fait dans les normes et suivant ce qui a été. Ouais, pour vérifier la conformité entre ce qui était annoncé et ce qui s'est avéré ensuite sur le terrain. Dernière question, monsieur, je vous en prie. Mohamed Taïf, je suis dans le domaine de sidérurgie depuis une vingtaine d'années et j'ai une petite expérience en continent africain. Donc mon intervention, c'est que pour éviter les erreurs du passé, par exemple, prenons l'exemple de l'autoroute de l'eau qu'on a déjà exécutée, on était obligé d'importer une très très grande quantité de tubes spirales à partir de l'étranger. Et ces tubes qui parlent de tubes spirales, c'est de vide. On a payé 20 à 30% de la facture du produit transport. Donc pour éviter tout ce scénario des pertes, qu'est-ce qu'on a envisagé? Par exemple, le gaz, je parle de tubes spirales, c'est le même produit, j'imagine, un peu différent sur la composition, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a envisagé pour éviter les surprises et pour encourager le produit national? Parce que malheureusement, on a un producteur local, Maghreb Steel, qui produit de la matière première et on a importé un produit dérivé à partir de l'étranger. Donc c'est un peu... Merci. Merci à vous. Donc effectivement, dans le déploiement de ce gazoduc, est-ce qu'on développe, déploie, construit localement en fonction des différents sites géographiques? Merci pour votre question, très pertinente. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand on était sur les premiers calculs au niveau du cahier de charge de l'EPC, et pour l'acier, si dans un monde parallèle, il était question de construire le gazoduc en one shot, il n'y a pas assez d'acier au monde si on combine toutes les productions au monde pour le construire en one shot. Donc ça d'une part. D'autre part, pour répondre de manière plus directe à votre question, la partie local content est une partie très intégrante et très importante du projet. Donc, l'ensemble des cahiers de charges, les termes d'évaluation prennent de façon directe cet aspect, dans quelle mesure on a de la compétence locale qui est partie prenante directe dans les différents appels d'offres, et on privilégie cet aspect non seulement au Maroc, mais c'est une stratégie dans l'ensemble des pays traversés. Et d'ailleurs, là où je vous parle, il y a un surveil Meteocean qui se déroule. On est en train de placer des équipements de mesure au niveau de la section nord
Maroc, Mauritanie, Sénégal, et on le fait à travers un navire marocain, c'est le navire de l'INRH, à travers un équipage marocain, c'est l'équipage de l'INRH. Voilà, et ça s'applaudit, et c'est le reflet de l'expertise nationale. On va terminer sur cette note très positive. Merci infiniment, Firdaus El Razi. Je rappelle que vous êtes chef de division développement durable et qualité à l'ONIM. Si Sofiane Hajjani, CEO de Share Energy Partners, merci d'avoir partagé avec nous votre expertise.